première question concernant la genèse de la réforme des examens. D'où vous est venue cette idée et quels sont les exemples d'enseignement supérieur qui ont pu vous amener à acter cette réforme? Est-ce les évolutions dans la valeur du diplôme ou le manque d'effectivité des précédentes réformes, par exemple celle du 8 obligatoire, qui vous ont inspiré le dessein de cette nouvelle réforme des examens? Alors, c'est pas seulement une idée, c'était une nécessité. D'abord, effectivement, l'expérimentation de la note ou de la limite de la non-compensation d'une note inférieure à 8, qui avait d'ailleurs été proposée par les représentants étudiants il y a quelques années, avait été mise en œuvre. Cette expérimentation ne nous a pas satisfait pour de multiples raisons, notamment parce que des étudiants comprenaient mal que, avec une très bonne moyenne de 13 sur 20, par exemple, sur un semestre, on ne validait pas le semestre parce qu'on avait une note inférieure à 8 dans une matière et qu'on n'avait pas pu rattraper. Donc c'était un petit peu injuste. Une nécessité parce que il n'était plus normal, j'allais dire, dans un institut d'études politiques où l'on cherche plutôt l'esprit d'analyse, de réflexion, etc., l'ouverture, de considérer que le bachotage permettait de réussir des examens. Donc on sait très bien que les étudiants bachotaient, qu'ils n'allaient pas en cours, qu'ils allaient sur certains sites récupérer les cours au tout dernier moment, qu'ils les étudiaient en une nuit, qu'ils recrachaient tout ça, et bien évidemment le lendemain c'était oublié. Donc on ne peut pas imaginer que c'était un véritable contrôle de connaissances. Par ailleurs, la multiplication du nombre d'examens nous incitait à développer le système des écrits oraux, et qui ont toujours été vilipendés dans l'IEP. Je suis un lecteur assidu des Dazibao, vous savez, où on disait qu'effectivement, on ne faisait pas appel beaucoup au cerveau lors de ces examens d'écrit oral. J'ai vu des commentaires du style je me suis pas beaucoup servi de mon cerveau à Sciences Po pour mes examens, etc. etc. Mais je comprenais d'ailleurs ce genre de choses. Autre élément, autre facteur de cette nécessité dont je parlais, c'est que il nous fallait retrouver véritablement des examens oraux, c'est-à-dire un véritable entretien de 10 minutes, un quart d'heure avec un membre du jury pour continuer à mieux préparer le grand oral. On s'est aperçu que finalement les étudiants arrivaient au grand oral en 4e année avec une très faible habitude de l'oral d'une manière générale. Donc il nous semblait que c'était beaucoup plus utile de retrouver effectivement de véritables oraux. Pour avoir ces véritables oraux, il fallait diminuer le nombre d'examens. Et enfin, on augmentait également le nombre des écrits, puisque désormais, il y aura au moins 3 écrits, dont un de 5 heures par année pour la validation. Voilà ce qui me paraissait intéressant. Donc, un petit peu partout, on retrouve effectivement l'idée qu'il faut organiser de véritables examens, et non pas des ersatz ou des systèmes un peu édulcorés d'examen qui permettent simplement de vérifier juste un bachotage par cœur vite oublié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par ailleurs, et ça commençait à intervenir à l'IEP, le système, là, par exemple, des écrits oraux, enfin ce genre de mécanisme commençait à faciliter les tricheries. Et donc ça nous placer, nous, dans une position de garde-chiourne. Donc il fallait vérifier que les personnes n'utilisent pas les portables, que les cartables et les papiers soient posés à l'entrée. Enfin, c'est inimaginable, ce genre de choses. Alors bien évidemment, ça ne concernait pas une majorité d'étudiants, mais enfin, pour le peu d'étudiants que cela concernait, ça donnait pour nous une très mauvaise impression. Voilà une série d'idées qui ont facilité la mise en œuvre de cette réforme, puis surtout, j'allais dire, un peu sa préparation et son élaboration. Le nouveau système qui est mis en place va permettre de vérifier, non pas toutes les connaissances plus ou moins acquises, plus ou moins vite oubliées, mais de mesurer véritablement la compétence, c'est-à-dire la capacité d'un étudiant de Sciences Po à analyser, à comprendre, et à comprendre la complexité, et donc à développer de véritables raisonnements. Une deuxième question concernant la crainte exprimée par certains étudiants vis-à-vis du risque d'arbitraire qui est supposé de cette réforme. Donc ce sera un premier essai. Certains étudiants craignent en effet de voir certains de leurs atouts négligés par le choix par tirage au sort d'un examen au détriment d'un autre, étant donné que plusieurs matières seront mises en jeu mais seulement certaines seront évaluées. Donc, d'où la peur de certains de ne pas pouvoir faire valoir des équivalences à la sortie de l'IEP et
La crainte également d'autres de voir une atteinte à la pluridisciplinarité qui fait un peu la philosophie même de l'IEP, d'autant que c'est là une qualité prisée par les entreprises qui permet une bonne insertion de nos jeunes diplômés dans le monde du travail. Alors tout à fait, ces craintes avaient été exprimées par les représentants étudiants lors du conseil d'administration. Bon, le mot arbitraire est quand même un petit peu fort. Il y avait aussi le terme d'inégalité ou de rupture d'égalité. Bon, il faut que les choses soient bien sûr très claires. D'abord, ce qui sera mentionné dans le diplôme, c'est un ensemble de matières qui ont été suivies. Et donc, si les groupes de matières seront validés avec les intitulés de matières. Donc, pour les équivalences, ça ne pose absolument aucune difficulté, c'est-à-dire que la présentation du bulletin se fera de manière très traditionnelle avec les matières suivies et globalement validées. Je pense que, par exemple, si vous voulez une équivalence avec une faculté de droit, une faculté d'histoire, on va voir que vous avez suivi des enseignements de droit ou d'histoire, et donc ça va suffire. Et pas simplement que vous avez suivi un enseignement, que vous avez validé, vous avez eu 10 en droit administratif ou 11 en droit administratif. Par ailleurs, permettez-moi de dire qu'effectivement, si on suivait cette démarche, si pour le droit administratif, pour une raison quelconque, suite à l'écrit oral mal digéré ou mal préparé, vous avez un 5 ou un 6, alors ça voudrait dire que vous n'avez pas d'équivalence. Donc de ce point de vue, il n'y a pas d'arbitraire, le système n'est pas fondamentalement différent, j'allais dire, du point de vue de l'extérieur et donc de la possibilité d'utilisation de ce diplôme. Mais la pluridisciplinarité, c'est pas telle ou telle matière, c'est un ensemble de matières. Et on a des éléments fondamentaux de pluridisciplinarité qui vont être appréciés, effectivement, dans ces groupes de matières. Alors, bien évidemment, le risque, mais qu'il faut assumer, c'est que si vous avez 3 matières réunies dans une unité d'enseignement et qu'une seule, bien sûr, fait l'objet de l'évaluation, alors vous avez tous les problèmes. Si cette matière vous intéresse, vous allez forcer, vous risquez d'avoir une bonne note. Si elle ne vous intéresse pas, vous forcez moins, vous avez une mauvaise note. Enfin bon, ça, c'est tous les systèmes d'examen. Ça n'empêche pas que dans tel ou tel système, la note sera mauvaise si vous n'avez pas suffisamment travaillé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les matières soient travaillées. Et ça, c'est le problème de l'étudiant. Après, l'évaluation, c'est à nous de faire l'évaluation en fonction de cette compétence qu'on estime normalement être celle de l'étudiant à la fin d'un semestre ou à la fin d'une année. Pas simplement ses connaissances précises sur telle ou telle matière. Et je dois dire qu'on souhaite d'ailleurs maintenant beaucoup moins travailler sur les connaissances. Elles peuvent toujours s'acquérir, les connaissances, à n'importe quel moment de la vie. Par contre, il faut développer toutes les autres capacités. Et on avait tendance un peu à les édulcorer. Je le dis désormais haut et fort, puisqu'on a commencé à faire les galops d'essai de première année. On a des copies qui sont catastrophiques, non pas du point de vue des connaissances, mais du point de vue de l'expression, de l'orthographe. Et j'attire l'attention, s'il y a des premières années qui m'écoutent, c'est que le tiers de la promotion, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas d'effort, risque d'être éliminé à la fin de l'année. On ne va pas transiger sur ces éléments. Vous comprenez que c'est plus intéressant pour un étudiant qui sort de Sciences Po, justement, avec son aura de pluridisciplinarité et son ouverture sur le monde, c'est plus intéressant pour cet étudiant de savoir comment il s'exprime, à l'écrit, à l'oral, sans faute, correctement, en français. C'est ce qui va différencier, bien évidemment, l'étudiant de Sciences Po de bien d'autres étudiants, y compris les écoles de commerce. Merci Monsieur le Directeur. Une autre question plus technique concernant les modalités d'organisation de l'oral. En fait, des difficultés avaient été soulevées pendant le conseil d'administration, notamment de la part des enseignants, concernant l'organisation de l'oral, étant donné que le sujet devrait être tiré au sort le jour même, mais l'échelonnement des épreuves pourrait durer 2 jours, d'où une possible rupture de l'égalité face aux candidats. Est-ce que ces difficultés ont pu être résolues en vue des prochains examens ? Alors, très franchement, pas totalement. Alors, d'abord, les collègues n'étaient pas inquiets là-dessus globalement. Les collègues étaient d'accord avec même plus que globalement, étaient tout à fait favorables à cette réforme. Alors, pour l'oral, effectivement, ça veut dire qu'il faut repérer et fixer des dates d'oral bien longtemps à l'avance. Donc effectivement, ça suppose que les enseignants, enfin les collègues, puissent effectivement
Mais enfin, ça me paraît être logique, réserver ces jours et ne pas avoir d'autres activités à ce moment-là, parce que ça serait inimaginable qu'on repousse un oral, mais après, bon, ça sera la responsabilité de l'enseignant, hein. Simplement parce que l'enseignant n'a pas réservé sa date, alors qu'on est en train de travailler déjà sur ces dates. Par ailleurs, alors effectivement, est-ce que l'oral dure 1 jour, 2 jours? Alors, c'est un problème qui avait beaucoup crispé là les étudiants et la rupture d'égalité. Alors, ce que j'avais répondu, c'est qu'une demi-journée de révision supplémentaire ne me paraît pas être constitutive, au sens juridique du terme, d'une rupture d'égalité de ce point de vue. Une demi-journée, je vois pas... Enfin bon, c'était un fantasme largement agité de ce point de vue. Bon, pour essayer de limiter ce fantasme, encore une fois, une rupture tout à fait illusoire d'égalité, pour éviter ce fantasme, nous avons décidé effectivement de faire des journées intensives d'oral. Oui. Donc l'oral, ou les oraux, sauf vraiment en cas très 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 exceptionnel, qu'on n'arriverait pas à régler, les oraux se dérouleront sur une seule journée. Et donc, tout le monde aura la même matière, tout le monde aura le même temps de révision. Maintenant, bien évidemment, si vous passez en début de matinée et si vous passez en fin de journée, il y a le même risque de rupture d'égalité. Mais on ne peut pas faire passer tous les étudiants en même temps. Et c'est vrai que le système sera un petit peu plus sévère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, là, globalement, se manquer dans un groupe d'épreuves, parce que c'est plus difficilement rattrapable, globalement, bien sûr. Alors, concernant les changements, il y en a également d'autres cette année. On pense par exemple à la réforme du rendu des mémoires, qui se fera désormais plus tard, ou à la création de groupes de niveau en langue et à la multiplication des enseignements en langue anglaise. Donc, comment vont se dérouler ces différents changements au cours de l'année? Quels vont être les effets escomptés de ces modifications dans l'amélioration de la valeur du diplôme? Et globalement, qu'attend-on de la part des étudiants face à ces changements? Alors, s'agissant du mémoire, nous avons constaté que même si le titre du mémoire, le sujet de mémoire en gros est choisi en 2e année, d'abord l'obligation était difficilement sanctionnable et tous les étudiants de 2e année ne choisissaient pas le sujet de mémoire et a fortiori leur directeur de mémoire. Donc je pense qu'on se berçait d'une douce illusion si l'on considérait que l'étudiant de Sciences Po travaillait sans mémoire en 3e année. Il y en a qui le font, mais ça reste vraiment très très exceptionnel. Et très souvent, pour des étudiants qui rentraient de 4e année, ils changeaient de sujet de mémoire. Donc même si ceux qui l'avaient choisi en 2e année l'avaient un petit peu travaillé, ils s'étaient vite aperçus qu'il fallait changer de sujet. Bon bref, l'idée pour nous a été de dire, regardons les choses en face et admettons la réalité. Les étudiants travaillent leur mémoire, on pense à leur mémoire en 4e année. Bon. S'il y a des étudiants qui pensent leur mémoire avant, c'est parfait, tant mieux pour eux, mais globalement, pour l'immense majorité, c'est plutôt le début de la 4e année. D'où des dates impératives de rendu de sujets de mémoire et de signature du responsable de mémoire au tout début de la 4e année. Et donc, il fallait aménager la 4e année de façon à ce que le travail de réflexion et de rédaction soit globalement aussi amélioré. On s'est aperçu qu'il y avait trop de copier-coller, il y avait même des risques de plagiat. Voilà donc là encore des tendances qu'on ne voulait absolument pas voir à l'IEP. Et moi je considère qu'un étudiant qui plagie est un étudiant qui n'a pas sa place à l'IEP. Donc si la personne a des difficultés pour le mémoire, elle assume, c'est la responsabilité dont on parle. Enfin bon, il fallait aussi aider les étudiants à assumer ces responsabilités. D'où l'idée notamment de réaménager le calendrier des examens pour que tous les examens se passent par exemple avant Noël, de façon à ce que la période de Noël soit à la fois une période un petit peu de repos faite en famille et pour les 4e années, que ce soit une période relative de relative quiétude pour pouvoir travailler sur le mémoire.